Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, ce cours est le premier d'une série de 5 qui porte sur les tests statistiques d'hypothèse. Ce chapitre 3 est consacré aux principes généraux des tests. Les chapitres suivants seront consacrés à 3 types de tests spécifiques. Voilà le plan qu'on étudiera, donc je vous laisse le temps de prendre connaissance. En introduction, on va essayer de comprendre à quoi servent les tests statistiques en santé. Plus généralement, on va voir pourquoi un futur professionnel de santé doit avoir quelques notions basiques de statistiques. Une première utilisation des tests statistiques est l'évaluation de l'efficacité et éventuellement de la sécurité d'utilisation des traitements. Par exemple, je présente ici une étude clinique qui est fictive et qui compare l'efficacité d'un médicament A à celle d'un médicament B dans le traitement de l'ulcère de l'estomac. 200 patients ont été inclus dans cette étude. Le traitement A a été alloué à 100 patients par tirage au sort et les 100 autres patients ont reçu le traitement B. Le critère de jugement de l'efficacité du traitement est la guérison à 6 semaines. On voit que 30% des patients étaient guéris dans le groupe ayant reçu le traitement A, mais aussi dans le groupe ayant reçu le traitement B. Visiblement, cette étude n'a pas mis en évidence de différence du taux de guérison à 6 semaines entre les deux traitements comparés. Si cette même étude avait abouti à la guérison de 31 patients alloués au groupe A et de 29 patients alloués au groupe B, comment aurait-on pu interpréter le léger avantage du traitement A sur le traitement B? Il faut savoir que des patients guérissent spontanément d'un ulcère. Il faut aussi savoir que certains patients répondent au traitement et d'autres pas. Le tirage au sort n'a-t-il pas pu favoriser le traitement A en lui allouant par hasard un peu plus de patients répondeurs? Voici une autre configuration qu'on aurait pu observer. Si cette même étude avait conduit à la guérison de 95 patients recevant le traitement A versus seulement 5 patients recevant le traitement B, il aurait été légitime de se demander si le tirage au sort et donc le hasard auraient pu expliquer une telle différence. Vous conviendrez que c'est peu probable. Enfin, dans cette configuration, où le pourcentage de guérison à 6 semaines est de 45% versus 35%, que conclure? Cette différence est-elle due au hasard ou s'explique-t-elle par une efficacité supérieure du traitement A? Les tests statistiques d'hypothèse permettent de se fixer une règle de décision objective et de répondre à cette question avec un risque d'erreur qui est consenti a priori et qui est connu. Une seconde utilisation des tests statistiques en santé est l'identification des facteurs de risque des maladies. L'étude présentée ici est tirée d'un article publié dans un journal américain. Elle comparait la fréquence d'utilisation d'un téléphone portable par le passé chez des sujets porteurs et des sujets indemnes de tumeurs cérébrales. Comment interpréter la proportion un peu plus élevée d'utilisateurs de téléphones portables dans l'échantillon de patients sans tumeur cérébrale? Existe-t-il une réelle association entre tumeur cérébrale et moindre utilisation du téléphone portable, ou est-ce simplement dû au hasard, c'est-à-dire aux fluctuations d'échantillonnage? Au total, connaître le principe des tests statistiques permet premièrement de lire et interpréter les études publiées dans les revues scientifiques médicales. Ces études peuvent soit tester l'efficacité des nouveaux traitements, on parlera d'essais cliniques, soit identifier les facteurs de risque des maladies, ça relève de l'épidémiologie. Deuxièmement, la connaissance des principes des tests statistiques permet de porter un regard critique sur l'information qui est délivrée par les compagnies pharmaceutiques. Finalement, connaître les principes des tests statistiques est un préliminaire indispensable à la pratique d'une médecine fondée sur les preuves scientifiques, ce qu'on appelle en anglais l'evidence-based medicine. Accessoirement, et de manière plus pratique, la maîtrise du principe des tests statistiques vous permettra par exemple de passer avec succès les épreuves de lecture critique d'articles aux épreuves classantes nationales. Aussi, la connaissance des tests statistiques permettra de réaliser votre thèse ou votre mémoire d'exercice pour les professionnels de santé. Abordons maintenant le vif du sujet et commençons par les principes généraux des tests statistiques. Le test statistique d'hypothèse est l'outil statistique pour effectuer des comparaisons à partir d'échantillons.
On voit ici l'analogie avec l'intervalle de confiance, qui est l'outil statistique pour effectuer des estimations à partir d'un échantillon. Le test statistique sert à comparer deux ou plusieurs séries de données qui sont soit résumées par leurs paramètres, par exemple la moyenne, la variance, on parlera alors de tests paramétriques, soit ces séries sont décrites par leur distribution et on parlera alors de tests non paramétriques. En L1 santé, on se focalisera sur les tests paramétriques. Il est impératif que vous gardiez toujours à l'esprit qu'on compare des paramètres qui sont estimés sur des échantillons tirés de populations. Et la valeur de ces paramètres estimés fluctue autour de la vraie valeur du paramètre de la population. Pour illustrer cette notion de fluctuation d'échantillonnage, prenons un exemple simple où on souhaite déterminer l'âge moyen des étudiants de L1 santé. Une première façon de procéder, qui est coûteuse mais sans erreur, consisterait à recueillir l'âge des 1600 étudiants constituant la population des inscrits en L1 santé, puis de calculer la moyenne qu'on notera mu en caractère grec. Une autre façon de procéder est de recueillir l'âge d'un échantillon constitué au hasard de 200 étudiants de L1 santé et de calculer l'âge moyen noté M, qui est une estimation de mu. Par exemple, cet échantillon pourrait être un groupe de SQR si on admet qu'ils sont constitués au hasard. On voit que selon l'échantillon choisi, l'âge moyen estimé fluctue autour de l'âge moyen de la population. En fait, seul le groupe 2 a un âge moyen exactement égal à l'âge moyen de la population des 1600 étudiants de L1 santé. Les groupes de SQR, c'est-à-dire les échantillons, ont été constitués au hasard à partir de la population des 1600 étudiants inscrits en L1 santé. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'âge moyen soit différent entre, d'une part, les étudiants du groupe 1, la moyenne estimée était de 18,89, et d'autre part, les étudiants du groupe 7, la moyenne estimée était de 19,02. Eh bien, la seule chose qui peut expliquer ceci, c'est le hasard, ou ce qu'on appelle communément les fluctuations d'échantillonnage. En effet, la réponse est évidente, car on sait que le groupe 1 et le groupe 7 sont deux échantillons tirés au sort à partir de la population des 1600 étudiants de L1 santé. Dans un second exemple, on souhaite déterminer si l'âge moyen des étudiants inscrits en L1 santé diffère de l'âge moyen des étudiants de L1 sciences, cette année à l'UJF. Pour répondre à cette question, il y a deux façons de procéder. Premièrement, on peut comparer l'âge moyen de la population des 1600 étudiants de L1 santé à l'âge moyen des 1000 étudiants de L1 sciences. La seconde façon de procéder consisterait à comparer une estimation de l'âge moyen des étudiants de L1 santé à partir d'un échantillon à une estimation de l'âge moyen des étudiants de L1 sciences et d'extrapoler ces résultats aux populations. Notez bien que la solution 2 a l'avantage d'être économique. En effet, il y a seulement 400 étudiants interrogés au total au lieu des 2600. Mais la moyenne échantillonnée M est soumise aux fluctuations d'échantillonnage. En revanche, la solution 1 donne une réponse exacte. La moyenne mu sur les populations n'est pas soumise aux fluctuations d'échantillonnage. Mais cette solution 1 est rarement réalisable en pratique. En effet, lorsque l'effectif de population est grand, voire infini, on ne peut pas connaître mu. Si on adopte la solution 2, qui consiste à comparer une estimation de l'âge moyen d'un échantillon de L1 santé et de L1 sciences, on doit se poser la question suivante. La différence observée entre la moyenne des deux échantillons résulte-t-elle de fluctuations d'échantillonnage ou résulte de fluctuations d'échantillonnage plus une différence d'âge moyen entre les deux populations? Pour répondre à cette question, on utilisera un test statistique. Je vous donne ici, toujours à titre d'illustration, l'âge moyen de la population des 1000 étudiants inscrits en L1 sciences. Il est de 18,7. Je vous donne aussi l'âge moyen estimé sur les 5 échantillons constitués au hasard. Si on s'était donné la peine de procéder en calculant directement l'âge moyen des deux populations d'étudiants, on aurait pu conclure que cette année, à l'UJF, l'âge moyen des étudiants était différent entre la population de L1 santé, 18,97, et la population de L1 sciences, 18,72.
Cette différence est réelle et elle ne résulte pas de fluctuation d'échantillonnage, car il s'agit de deux populations et non pas de deux échantillons. Sur cette figure, on voit que du fait des fluctuations d'échantillonnage, l'écart entre l'âge moyen estimé des étudiants de L1 centré et de L1 sciences variait entre 0,35 et 0,09 au minimum, ceci en fonction des échantillons choisis. Il était aussi possible, bien que peu probable, d'observer une estimation de l'âge moyen des étudiants de L1 sciences supérieure à l'âge moyen estimé des étudiants de L1 santé. Intuitivement, on peut d'ores et déjà retenir que plus l'écart observé entre les deux moyennes estimées M sur les deux échantillons est grand, plus faible est la probabilité que cette différence observée résulte uniquement de fluctuations d'échantillonnage. Mais attention, un faible écart observé entre les deux moyennes estimées M sur deux échantillons n'exclut pas que les deux moyennes des populations mu soient très différentes. Le test statistique permet de formaliser ce raisonnement intuitif. Le test statistique s'inscrit dans une démarche hypothético-déductive qui consiste premièrement à formuler une hypothèse. Ici, mu santé égale mu science. Deuxièmement, à déduire ce que devraient être les observations si l'hypothèse était vraie. Ici, M santé égale M science aux fluctuations d'échantillonnage près. Troisièmement, confronter les observations à ce qui était attendu. M santé et M science observées sont-elles compatibles avec l'hypothèse formulée en 1? Et quatrièmement, conclure, soit au non-rejet de l'hypothèse, mu santé égale mu science, soit au rejet de l'hypothèse, mu santé égale mu science, c'est-à-dire mu santé est différent de mu science. Il faudra toujours vous conformer à cette démarche en 4 étapes lorsque vous réaliserez un test statistique. Dans cet enseignement, on s'intéressera à deux types de configurations possibles. Premièrement, on peut chercher à comparer un paramètre observé sur un échantillon à une valeur de référence. C'est la figure de gauche. Deuxièmement, on peut comparer un paramètre entre deux ou plusieurs échantillons provenant de deux ou plusieurs populations. C'est la figure de droite. La première étape de la démarche hypothético-déductive des tests statistiques consiste à formuler les hypothèses. Tout d'abord, on formule une hypothèse nulle, notée H0, et ensuite on formulera une hypothèse alternative, notée H1. L'hypothèse nulle est l'hypothèse qu'on souhaite rejeter. En effet, il est plus facile d'invalider une hypothèse. Un seul exemple suffit. Alors que valider une hypothèse demande de rechercher toutes les situations possibles et de vérifier qu'aucune d'entre elles ne contredit cette hypothèse. C'est rarement réalisable en pratique pour des contraintes matérielles. En général, l'hypothèse nulle est l'hypothèse d'égalité du paramètre entre les deux populations comparées. J'insiste ici sur le fait que les hypothèses sont formulées sur les paramètres des populations. On utilise donc des lettres grecques pour formuler les hypothèses. Mu lorsqu'il s'agit d'une moyenne, pi lorsqu'il s'agit de fréquence, etc. On le verra au fil du cours. L'hypothèse alternative, notée H1, est l'hypothèse qui sera retenue au cas où le test statistique rejette l'hypothèse nulle H0. L'hypothèse alternative est bilatérale lorsqu'on postule que les paramètres sont différents sans chercher à déterminer le sens de cette différence. Pour votre information, il faut savoir qu'on peut aussi formuler une hypothèse alternative unilatérale. On formule une hypothèse alternative unilatérale lorsqu'on s'intéresse au sens de l'inégalité entre les deux populations. En général, le sens de l'inégalité est évident. Par exemple, le taux de guérison est supérieur dans un groupe de patients traités par rapport à un groupe de patients non traités. Mais vous devez savoir que l'utilisation des tests d'hypothèses unilatéraux n'est justifiée que dans des circonstances très particulières. Et la plupart des revues médicales scientifiques recommandent de ne pas utiliser ces tests d'hypothèses unilatéraux. La seconde étape de la démarche hypothético-déductive des tests statistiques consiste à déduire ce que devraient être les observations sous l'hypothèse nulle H0. Sous l'hypothèse nulle H0, le paramètre de la population 1 est égal au paramètre de la population 2.
En revanche, le paramètre de l'échantillon tiré de la population 1 est à peu près, mais pas exactement, égal à celui de l'échantillon provenant de la population 2. Ceci s'explique par les fluctuations d'échantillonnage. Rappelez-vous l'exemple où était comparé l'âge des étudiants de L1 santé et de L1 sciences. De ce fait, la différence du paramètre de l'échantillon 1 moins le paramètre de l'échantillon 2 est à peu près égale à 0. En raison des fluctuations d'échantillonnage, la différence M1 moins M2 peut cependant prendre toutes les valeurs de R. Mais toutes les valeurs de M1 moins M2 n'ont pas la même probabilité d'être observées. Les valeurs de M1 moins M2, proches de 0, sont les plus probables. Sous l'hypothèse nulle H0, on ne peut pas déterminer exactement ce que devrait être M1 moins M2. Mais on peut calculer la probabilité que M1 moins M2 prenne telle ou telle valeur. Pour les grands échantillons, c'est-à-dire d'effectifs supérieurs ou égal à 30, la quantité Z indiquée ici est égale à la différence des moyennes divisées par l'écart type de cette différence. Cette quantité Z suit une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne nulle et d'écart type égal à 1. On reverra plus en détail pourquoi la grandeur Z suit une loi normale centrée réduite dans le chapitre consacré au test de comparaison de deux moyennes. Mais d'ores et déjà, vous pouvez voir la relation avec l'écart réduit qui a été présentée dans le cours de M. Cinquin. Cette figure représente la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite, donc de moyenne nulle et d'écart type égal à 1. En abscisse, figurent les valeurs possibles de la grandeur Z sous l'hypothèse nulle H0. Comme on l'a dit auparavant, Z peut prendre toutes les valeurs allant de moins l'infini à plus l'infini. Mais les valeurs les plus probables de Z sous l'hypothèse nulle se situent autour de 0, d'où le maximum de la courbe pour Z égale 0. L'aire totale sous la courbe est égale à 1 ou à 100%. La probabilité que Z soit supérieure à une valeur x est la partie de l'aire sous la courbe située à droite de cette valeur x. Les valeurs probables de Z sous l'hypothèse nulle H0 se situent autour du maximum de la courbe, là où l'aire sous la courbe est la plus élevée. Les valeurs les moins probables de Z sous l'hypothèse nulle H0 se situent aux extrémités de l'axe des abscisses, là où l'aire sous la courbe est la plus faible. La troisième étape de la démarche hypothético-déductive du test consiste à confronter les observations à ce qui était attendu sous l'hypothèse nulle H0. Cela consiste à calculer la valeur de Z observée à partir des estimations M1 et M2 sur les échantillons. Puis, on détermine la probabilité d'observer une valeur de Z au moins aussi grande que la valeur absolue de ZO sous l'hypothèse nulle H0. Par exemple, si Z observé est égal à 1, la probabilité d'observer une valeur de Z plus grande que Z observé est la surface sous la courbe située à droite de plus 1, soit 15%. La probabilité d'observer une valeur de Z plus petite que moins ZO est la surface sous la courbe située à gauche de moins 1, c'est-à-dire 15% aussi, simplement parce que la loi normale est symétrique de part et d'autre de 0. Au total, la probabilité d'observer une valeur de Z plus grande que la valeur absolue de ZO sous l'hypothèse nulle H0 est égale à 15% plus 15%, soit 30%. Cette probabilité d'observer une valeur de Z plus grande que ZO sous l'hypothèse nulle H0 est appelée degré de signification ou p-value, ou petit p. Nous reviendrons sur cette notion. Voilà un second exemple. Cette fois-ci, ZO est égal à 2,3. La probabilité d'observer une valeur de Z plus grande en valeur absolue que ZO est égale à 2%. Au total, si la probabilité d'observer une valeur de Z plus grande que la valeur absolue ZO sous l'hypothèse nulle H0 est faible, deux explications sont possibles. Soit H0 est vrai et la valeur excentrique de ZO résulte de fluctuations d'échantillonnage de M1 et ou de M2, soit H0 est fausse et H1 est vrai. En deçà d'un seuil, correspondant à une probabilité de Z supérieure à la valeur absolue de ZO sous H0 jugée suffisamment faible, on conclura que H0 est fausse plutôt d'admettre qu'il s'agit d'une observation de H0.
La dernière étape de la démarche hypothético-déductive des tests statistiques consiste à conclure en se fixant une règle de décision. Cette règle de décision consiste à se fixer un seuil appelé alpha suffisamment petit au-dessous duquel on rejette l'hypothèse nulle H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. Au-dessus de ce seuil alpha, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. On parle de seuil de signification statistique. Classiquement, en santé et en biologie, alpha est fixé a priori à 5%. Pour une loi normale centrée réduite, de moyenne nulle et d'écart type égal à 1, la valeur absolue de z pour le seuil de signification statistique alpha est égale à 1,96. En effet, la probabilité d'observer une valeur de z plus grande que 1,96 sous l'hypothèse nulle H0 est égale à 2,5%. C'est l'aire sous la courbe, en bleu, située à droite de 1,96. De même, la probabilité d'observer une valeur de z plus petite que moins 1,96 sous l'hypothèse nulle H0 est égale à 2,5% aussi. Donc, la probabilité d'observer une valeur absolue de z supérieure à 1,96 est égale à 5%. En pratique, chaque fois que la valeur observée de z sera supérieure à z alpha, en valeur absolue, on rejettera l'hypothèse nulle H0 et on acceptera l'hypothèse alternative H1. En effet, la valeur absolue de ZO se situe dans les valeurs les moins probables de z sous l'hypothèse nulle H0. En revanche, chaque fois que la valeur observée de z sera inférieure à z alpha en valeur absolue, on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle H0. En effet, la valeur observée de ZO se situe dans les valeurs les plus probables de z sous l'hypothèse nulle H0. On a parlé de z, z alpha et ZO. Pour être tout à fait clair, je vous rappelle que z est la variable aléatoire égale à la grandeur m1-m2 divisée par l'écart type de m1-m2. Z alpha est une valeur particulière de la variable aléatoire z, telle que la probabilité que z soit supérieure à z alpha est égale à alpha. Z alpha est la valeur de z pour le risque alpha. Et je vous rappelle qu'en santé et en biologie, alpha est égal à 5%. ZO est une réalisation de la variable aléatoire de z. ZO est la valeur observée ou calculée de z sur l'échantillon dont on dispose. Reprenons les deux exemples vus précédemment. On s'aperçoit que si ZO est égal à 1, alors ZO est inférieur à Z alpha, en valeur absolue. Donc on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. Il suffit de placer la valeur absolue de ZO sur l'axe des abscisses pour voir qu'elle est inférieure à Z alpha et qu'elle se situe dans la zone de non-rejet de H0. De plus, le degré de signification ou p-value correspondant à ZO est supérieur à alpha, ce qui aboutit à la même conclusion, à savoir qu'on n'est pas en mesure de rejeter H0. En effet, la surface sous la courbe située à droite de plus 1 et à gauche de moins 1 est égale à 30% de l'aire sous la courbe. Elle est supérieure à 5% qui correspond au seuil alpha. Maintenant, pour une valeur de ZO égale à 2,3, on s'aperçoit que la valeur de ZO est plus grande que Z alpha en valeur absolue. On se situe dans la zone de rejet de H0. On peut donc accepter H1. Le degré de signification correspondant à ZO égale 2,3 est de 2%. La probabilité d'observer une valeur de Z au moins aussi grande que ZO est inférieure à alpha 5%. On rejette donc H0 et on accepte aussi H1. Au total, on peut conclure soit au non-rejet de H0, cela veut dire qu'on ne met pas en évidence de différence statistiquement significative pour le paramètre comparé entre les deux échantillons. Attention, cela ne permet pas de conclure à l'absence de différence pour le paramètre comparé entre les deux populations. Retenez cet adage, l'absence d'évidence ne veut pas dire l'évidence d'absence. Lorsqu'on rejette H0, on accepte H1. Cela veut dire qu'il existe une différence statistiquement significative pour le paramètre comparé entre les deux échantillons. On conclut que le paramètre diffère entre les deux populations avec un risque d'erreur alpha.
Vous avez compris que conclure à une différence à partir d'observations sur des échantillons comporte un risque d'erreur. En fait, il y a deux types d'erreurs que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, le risque d'erreur de première espèce, ou risque alpha. Nous avons vu que sous l'hypothèse nulle H0, Z pouvait prendre toutes les valeurs comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Mais nous nous sommes fixés comme règle de décision que chaque fois que la probabilité d'observer une valeur de Z plus grande que Z observée sous H0 était inférieure à alpha, on rejetait l'hypothèse nulle H0. Alpha est donc la probabilité de rejeter à tort H0. Alpha est la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est vrai. On peut représenter alpha sous forme tabulaire. Il s'agit bien sûr du même risque d'erreur alpha que celui présenté sur la figure précédente. Dans un tableau, on indique en ligne l'état de la réalité, c'est-à-dire les hypothèses sur la population. En pratique, nous n'avons jamais accès à la réalité. Si on y avait accès, on ne ferait pas de test statistique. Le statisticien, quant à lui, à partir d'observations effectuées sur des échantillons, va prendre une décision qui consiste à rejeter ou non H0 en colonne. Si le statisticien rejette H0 alors que H0 est vrai dans la réalité, il commet une erreur de première espèce ou erreur de alpha. C'est la cellule en haut à gauche du tableau. On voit que alpha est bien le risque de rejeter H0 par le statisticien alors que H0 est vrai dans la réalité. Alpha est fixé a priori. C'est un risque consenti et connu, le plus souvent fixé à 5% en santé et en biologie. Il existe aussi un risque de deuxième espèce, qui est appelé risque bêta. Bêta, c'est le risque de ne pas rejeter H0, alors que H1 est vrai dans la réalité. Le complément à 1 de bêta, c'est-à-dire 1 moins bêta, est appelé la puissance du test. C'est la probabilité de rejeter H0 alors que H1 est vrai dans la réalité. Contrairement à alpha, qui est fixé a priori à 5%, bêta est méconnu. De ce fait, ne pas rejeter H0 ne permet jamais de conclure que H0 est vrai. En effet, on ignore le risque bêta de ne pas rejeter à tort H0. Voyons graphiquement à quoi correspond bêta. Sur le graphique du haut, nous avons la probabilité des différentes valeurs de Z sous l'hypothèse nulle H0. On sait sous cette hypothèse nulle que Z suit une loi normale centrée sur 0 et d'écart type égal à 1. On peut donc déterminer exactement la valeur Z alpha correspondant à alpha égale 5%. Il suffit d'utiliser une table de la loi normale centrée réduite. En revanche, sur le graphique du bas est représentée la probabilité des différentes valeurs de Z sous l'hypothèse alternative H1. Sous H1, on sait juste que Z est différent de 0, mais on ne sait pas quelle est la valeur de Z. On ne peut donc pas déterminer quels sont les paramètres de la loi suivie par Z sous H1. On sait simplement que bêta est la probabilité de non-rejet de H0 si H1 est vrai. C'est la zone grisée, sous la courbe, de la loi normale, mais on ignore les limites de cette zone. On sait simplement que c'est la zone de chevauchement entre la loi normale sous H0 et la loi normale sous H1. On ne connaît donc pas le risque bêta précisément. Il n'est pas possible de rejeter H1 ou d'accepter H0 dans un test statistique. Voyons maintenant la différence entre alpha et le degré de signification. Le risque alpha est le risque de rejeter à tort H0. C'est le risque de conclure à tort à une différence entre deux échantillons alors qu'elle n'existe pas dans la réalité. Le risque alpha est fixé a priori, avant même d'effectuer tout calcul. Le risque alpha est fixé à 5% en santé et en biologie. Le degré de signification, ou petit p, ou p-value, est la probabilité d'observer une valeur de Z au moins aussi grande que ZO sous l'hypothèse nulle H0. Le degré de signification est déterminé a posteriori, c'est-à-dire qu'il nécessite de calculer la valeur de ZO.
Voyons maintenant les conditions d'application des tests statistiques. Les tests statistiques sont basés sur des lois de distribution théorique, la loi normale, la loi de Student, la loi d'Uki 2 et d'autres lois que nous ne verrons pas dans ce cours. Ces lois sont strictes et nécessitent la vérification de conditions d'application. La première d'entre elles est l'indépendance des observations. Il s'agit d'une condition d'application commune à tous les tests statistiques envisagés en L1. Il existe aussi des conditions d'application qui sont spécifiques à chaque test. Les conditions d'application spécifiques au test Z, au test T de Student, au test du Ki 2. On verra ces conditions d'application dans les chapitres correspondants. Enfin, avant de terminer, je dois dire quelques mots sur la différence entre jugement de signification statistique versus jugement de causalité. Dans une étude clinique ou épidémiologique, on est amené à poser deux types de jugements. D'abord, un jugement de signification statistique qui repose sur le test statistique. Ce jugement statistique consiste à conclure à une différence statistiquement significative d'un paramètre entre deux groupes. Mais il ne permet pas de porter un jugement causal. Par exemple, le pourcentage de cancer bronchique est significativement différent entre les hommes et les femmes. Cela relève d'un test statistique. Mais il n'y a pas de raison de croire qu'il y a une relation de cause à effet entre le cancer bronchique et le fait d'être un homme ou une femme. Le second type de jugement est le jugement de causalité. On le reverra en épidémiologie. Ce jugement de causalité consiste à évaluer l'existence d'une relation de cause à effet. Le jugement de causalité est formulé uniquement après avoir rejeté l'hypothèse nulle H0. En effet, ça n'est pas la peine de discuter de la causalité d'une différence qu'on n'aurait pas pu mettre en évidence sur le plan statistique. Ce jugement de causalité nécessite de recourir à des arguments extérieurs à l'étude. Voilà, il est indispensable que vous reteniez la démarche générale d'un test statistique, que vous sachiez formuler les hypothèses nulles et alternatives, que vous connaissiez les risques d'erreur en statistique et notamment le tableau que j'ai présenté à cet effet, et enfin que vous connaissiez la différence entre alpha et le degré de signification. Ces deux références sont citées à titre didactique, j'y ai tiré quelques exemples ou des figures, elles sont données uniquement par souci d'intégrité intellectuelle. Pour le concours, vous n'avez pas besoin de vous y plonger.